Le problème, c'est qu'il ne veut pas aller voir un psy. Est-ce une impression ou bien les hommes seraient-ils vraiment réticents à s'arrêter un peu sur eux-mêmes et à se remettre en question, en tout cas par rapport aux femmes? Le « connais-toi toi-même » de Socrate, qu'en font les hommes aujourd'hui finalement? Selon un récent sondage, il faut savoir que 85% des psychologues sont des femmes. Et du côté des internautes français, ils montreraient un intérêt pour la psychologie à 66% pour les femmes contre 33% seulement pour les hommes. Alors est-il plus difficile tout simplement pour les hommes de se remettre en question? Vaste question, nous allons tenter d'explorer en 52 minutes sur Radio Notre-Dame et RCF dans cette émission En quête de sens. Eh bien j'ai la joie de recevoir aujourd'hui, cet après-midi, mes deux invités du jour qui sont Christophe Bourgoire-Constantini. Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes toujours... tous, executive coach HEC, vous êtes conférencier, vous avez eu 1000 vies derrière vous et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le petit dernier vous a 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez chez Diathéno. On peut également... Non, le dernier, pardonnez-moi Marie-Ange, chez les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching dans le monde. Pardonnez-moi. C'est pas il y en a grave. tellement, chez Diathéno, les autres étaient chez First, ouais. Bon je me suis un peu plantée sur ce coup-là, mais en tout cas, vous êtes toujours coach et vous êtes coach notamment de sportifs de haut niveau, de chefs d'entreprise, mais pas seulement, évidemment. Florence Escaravage est également avec nous. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Vous qui avez toujours créé et fondé Love Intelligence, toujours cette fondation, cette entreprise censée accompagner les personnes qui sont en recherche de l'amour avec un grand A, mais également vous accompagnez également des couples qui justement s'interrogent. Faut-il ou pas se faire accompagner? C'est souvent madame qui désire aller consulter, oui ou non? Florence, finalement. Alors, oui, c'est vrai, la femme est souvent le tracteur. En fait, il y a un tracteur et il y a un tracté. Donc, les femmes, elles sont plus fortes en général dans le registre de l'intime, ça c'est sûr. Marie-Ange, elles ont comme réflexe de passer du temps et donner de l'espace à cette remise en question pour être dans l'optimisation du couple, parce que l'intime elles sont nées avec l'intime, elles sont à l'aise avec l'intime, et donc elles veulent que l'intime fonctionne. Ouais. Et donc pour que l'intime fonctionne, eh bien, elles sont dans une remise en question et elles attendent évidemment que leur partenaire aussi se remette en question. Elles attendent. C'est-à-dire parfois c'est un peu sous-entendu. C'est pas forcément formulé, c'est ça que vous vouliez dire? Alors si, ça peut être formulé, mais d'ailleurs, qui dit remise en question, parce que là je vous entendais Marie-Ange parler de faire peut-être des amalgames entre remise en question, psy et connaissance de soi. J'étais sûre que vous alliez vous arrêter là-dessus. Ah oui, oui. Parce que, alors, la connaissance de soi, moi je crois qu'elle est très masculine aussi. Je veux dire, là, pour le coup, chercher à comprendre qui on est, comment on fonctionne, ça je trouve que c'est presque autant masculin que féminin. C'est vrai que le psy est encore pas toujours très bien vu chez la gente masculine. Et en revanche, la remise en question dans l'espace du couple, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Elle n'est pas en effet toujours très facile. Elle n'est pas aussi facile, on va dire, pour l'homme que pour la femme, même si c'est un sujet un peu épineux et où je trouve qu'on évolue énormément. Mais on va en parler parce que c'est une question de communication et comment on aborde le sujet précisément. Derrière la tête, notre Florence, ça j'aime bien. Christophe, votre point de vue sur ce premier élément, en tout cas sur cette première question, c'est vrai, on a l'impression que c'est souvent les femmes quand même. Alors là, je parle du couple, on va parler d'autres choses aussi, mais on peut partir du couple puisque c'est assez symptomatique, j'ai envie de dire. Non, mais je vous confirme que ce soit dans un coaching de vie ou en psychologie, effectivement, il y a... Dans mon cabinet, j'ai beaucoup plus de femmes, moi je les évalue à peu près 75%, qui viennent me voir, et avec un point de départ en fait, qui est avant tout la connaissance d'elles-mêmes. La connaissance d'elles-mêmes, parce que c'est la clé de tout, c'est aime-toi toi-même comme tu aimeras ton prochain. Et elles sont même dans l'anticipation du burn-out ou de ce qui ne va pas, alors que les hommes, ceux que j'ai, viennent pratiquement au dernier moment, presque quand c'est trop tard. Ouais. Et là où je rejoins Florence, c'est effectivement, c'est typique aux femmes de vouloir un peu la paix, la paix des ménages, d'être dans le questionnement, voire elles prennent même la responsabilité de ce qui se passe, même si elles n'y sont pour rien ou pour pas grand-chose dans certains cas. Mais ce côté très doux, très féminin, les hommes ont peur d'y aller, alors que c'est la clé de tout.
Pourquoi ils ont peur avant? Pourquoi ils y vont au Mais dernier parce moment? que depuis qu'on est T'as raison. gosse, la réussite est liée à une forme de masculinité, que ce soit dans le sport, on le voit d'ailleurs tout le temps dans les images de plus en plus, tu ne pleureras point, sois courageux, etc. Et moi, j'utilise beaucoup cette image en coaching, surtout quand j'ai des hommes, je me mets à genoux devant eux, j'imite un chevalier qui revient d'une croisade et qui a échoué. Et je me mets à genoux devant eux en déposant symboliquement un glaive et un bouclier. Et je lui dis, imaginez cette scène d'un soldat, d'un chevalier qui a tout donné devant sa reine et qui dit, ma reine, j'ai échoué. Que ferait la reine d'après vous? Elle le décapite ou elle lui dit, relève-toi, chevalier? Et à chaque fois, la réponse est, relève-toi, chevalier. Donc les hommes ont vraiment du mal à aller chercher cette part de féminité en eux. Ouais. Alors qu'elle est absolument majeure. Je ne connais pas un champion avec lequel j'ai pu travailler, ou un homme politique, ou un chef d'entreprise qui n'a pas travaillé cette féminité-là. Rafa a une féminité. Malgré Rafa, son c'est côté... Raphaël Nadal. Oui, hein. pardon. Malgré son côté, lorsqu'on échangeait avec, on voit qu'il y a une grande, grande féminité chez ce garçon, chez Thierry Marx, chez tous ces gens qui ont essayé d'aller vers l'existentialité, vers la remise en question d'eux-mêmes. Hein. C'est ça aussi, cette part Ça fait féminine. partie des exercices d'auto-coaching que vous proposez dans le Oui, livre, d'ailleurs. d'ailleurs, j'ai pris beaucoup De... dans les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching suite à mon tour c'est du 100 monde. millions, hein. Et de ma pratique ou de ce que j'ai pu apprendre à HEC ou à Harvard, beaucoup de ces exercices sont très féminins, en fait. C'est presque du bon sens, en fait. Oui. Ouais, Florence. Hein. Il y a plein de choses intéressantes sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est finalement ce chevalier. Alors, ce chevalier d'aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qu'il imagine des attentes des femmes, déjà? Est-ce que, justement, les attentes des femmes, elles ne sont pas édictées comme sois fort? Et moi, ça, chez Love Intelligent, je le vois tout le temps. Hein. C'est je veux un homme charismatique. J'avoue. C'est le premier adjectif que j'entends. Je veux un homme charismatique qui assure quand même dans la vie. Voilà. J'entends pas beaucoup de choses comme je veux quelqu'un d'ancré, qui accepte sa vulnérabilité. J'entends pas beaucoup ça. Donc il faut comprendre que ces pauvres hommes d'aujourd'hui, ils sont aussi en résonance avec la femme qui est récente, celle qui n'est plus celle qui dit relève-toi, celle qui va peut-être plus juger. Aujourd'hui, je trouve que les hommes mutent finalement assez vite sur la question du féminin. C'est-à-dire que je vois des hommes de 40, 50 ans qui commencent à être assez à l'aise sur le vulnérable en disant, voilà, ils ont été élevés par des parents, là, des années qu'on fait 68, bon. Et il y en a plein qui sont bien dans leur basket. Et je pense que ce sont encore nous, les femmes, qui devons évoluer sur nos attentes. Parce que... Sur nos attentes du masculin. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire. Parce que je trouve que les hommes vont quand même vite. Et quand on leur ouvre vraiment la porte sur le vulnérable, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'y engouffrent pas de temps à autre, quand eux-mêmes traversent une phase où ils ont envie de se confier. Mais il faut qu'ils sentent qu'il y a un espace d'accueil qui est ouvert, qui est non jugeant, et voilà, et qui va les aider à grandir. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que à l'heure où en plus le pardon n'est pas très... Demander pardon, à part chez les cathos, c'est pas très tendance non plus, donc ça n'avantage pas la remise en question. Vous voyez où je veux en venir, Christophe? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très tendance, le fait déjà de s'excuser. Alors je parle du couple, on est dans le couple, c'est vous qui m'y poussez tous les deux, mais c'est vrai que ça n'aide pas, effectivement, cette période, cette société n'y aide pas, je trouve, ne favorise pas la remise en question en règle générale déjà. Moi, je trouve qu'au contraire, on est de plus en plus informés. Ça, c'est vrai, on a les outils. On a des outils. Instagram. C'est un sujet qui est abordé quand même sur les réseaux, dans certaines émissions magnifiques comme la vôtre. Non, il y a au départ, si vous voulez, de toute manière, dans la naissance d'un couple, et moi, quand je reçois des gens qui sont malheureux parce qu'ils divorcent ou parce que ça se passe mal, dans ma conviction profonde, c'est toujours du 50-50. C'est-à-dire qu'en fait, on épouse quelqu'un dont on voudrait qu'il change, pour ressembler à un idéal inconscient qu'on a ou conscient, et en fait, on ne change jamais les gens. Donc, une femme déjà qui va dire à son mari « mais va te faire coacher », ça ne marchera jamais, parce que c'est une démarche qui doit être extrêmement personnelle. Vous avez plein de gens qui m'appellent « ah, on a appris que vous aviez coaché, machin, on aimerait bien que vous nous coachiez, etc. » Et je dis non, soit ça vient de vous, vraiment,
et là, c'est 50% du job qui est fait, soit ça vient pas de vous. Mais je reviens toujours à cette notion du couple. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une recherche d'idéal que doit représenter forcément l'autre, mais en fait, qui ne sera jamais là. Donc, soit on accepte l'autre tel qu'il est, donc on commence déjà par travailler sur soi, et ça, les femmes savent le faire. C'est vraiment ce que j'observe. Elles sont prêtes à se mettre en balance elles-mêmes, mais déjà pour comprendre comment elles fonctionnent. Ouais. Et dans un deuxième temps, éventuellement, elles peuvent en parler à leur mari ou à leur conjoint, ou réciproquement. Hein, mais je trouve que la femme a vraiment cette force, même si je rejoins Florence sur le fait que de plus en plus d'hommes sont capables de bouger plus vite qu'on ne l'imagine, mais factuellement là, ça reste quand même une faiblesse. On le voit dans le sport. On le voit dans des sports comme le rugby, le judo, le karaté, des sports un peu virils, ou le foot. C'est incroyable que dans un sport comme dans le football, qui brasse typiquement, même si ça devient féminin, et heureusement, mais typiquement masculin au départ, qui brasse des millions et des millions de dollars, il y a très très peu de psychologues ou de coachs. C'est presque on le voit comme une prise de manipulation. Vous comprenez, oulala, j'ai un trésor, donc les agents vont dire non, tu vas pas toucher à mon joueur parce que tu risquerais. Vous voyez, donc. Pardonnez-moi, je me suis peut-être un peu éloigné. Non, mais c'est intéressant parce que cette notion, en France en tout cas, il paraît on est en. J'avais discuté avec une coach mentale sportive qui disait qu'elle était. En fait, il y avait très très peu de coachs mentaux, je sais pas comment on dit ça, en France. C'est drôle, qui accompagnait les sportifs de haut qui ne voulaient pas, justement, les agents ne voulaient surtout pas, les entraîneurs, entendre parler d'un coach mental qui allait déformer mon joueur. Pouvoir. C'est étonnant. Donc, toujours ce mauvais rapport à la vulnérabilité. C'est intéressant, Florence, je trouve. Oui. Mais oui, et puis je crois que un point très important, c'est cette notion de main tendue. En fait, la femme, elle a quand même un pouvoir dans le couple. Son pouvoir, c'est le pouvoir du féminin, de l'intime, puisqu'elle est plus à l'aise avec ça que l'homme. Donc, elle a un rôle qui est très puissant, qui est de tendre la main à l'homme pour lui dire « Viens dans mon monde, je vais te montrer, je vais te le faire découvrir, parce que toi, malheureusement, tu es encore un peu issu du modèle patriarcal, donc tu es contrôlé, donc ça peut, voilà, c'est pas bon pour les maladies, pour la santé, etc. Et donc, viens te libérer. Et le monde de l'intime est merveilleux. Et donc, c'est une des missions fortes du couple, en fait. Mais c'est vrai que c'est la mission de la femme. Et la femme, parfois, elle n'a pas envie de faire ça. Elle a envie de dire « Ah, mais moi, j'aimerais bien qu'il soit… Par lui-même, quoi. Voilà, par lui-même. Et en fait, non, on s'apporte plein de choses très différentes en fonction de nos singularités réciproques. Mais quand on est un peu plus compétente, parfois ça peut être l'homme, hein, mais c'est vrai que c'est plus souvent la femme. Quand on est un peu plus compétente sur l'intime, alors là, il faut vraiment… faire grandir notre homme en disant mais viens dans le monde intime et tu vas voir, il y a plein de ressources, il y a plein de… Et le vulnérable, c'est quand même par là où passe la lumière. Moi, je vois, plus on est puissante, nous les femmes, plus on est vulnérable. Puisque forcément, il faut aller la chercher, cette puissance, il faut de l'énergie, il faut mener des combats, voilà, sa journée de travail, aller chercher, aller toujours plus loin, progresser, creuser son sillon. Bon, bah, forcément, il y a des moments où on a besoin quand même de ce terreau d'amour où l'homme, il peut nous accueillir dans la vulnérabilité le soir ou de temps en temps. Et justement, on va être dans une relation d'amour magnifique dans ces moments-là. On va reconnecter émotionnellement. Et nous, on a cette chance-là de savoir le faire. Et généralement, on est bien accueilli par le masculin quand on est vulnérable. Faut-il le faire avec le bon mode opératoire ? Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que l'homme, lui aussi, peut le faire ? Je sais pas moi, il traverse une période difficile, etc. Est-ce qu'il est aussi bien accueilli par la femme ? Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est une question en suspens. Oui, poser aux auditeurs. Je pense, non, mais il faut se la poser pour oser être celle qui accueille la vulnérabilité dans le masculin, parce que là, le couple, il devient super puissant. Et je pense que c'est comme ça qu'on aide les hommes aussi à se remettre en question. C'est parce qu'ils sentent qu'il y a un terrain très ouvert. L'autre sujet que je voulais dire, c'est que, évidemment, comme vous disiez, Christophe, on est attiré par de la différence. C'est l'état amoureux. Hein. On est programmé quand même pour aller chercher quelqu'un qui va nous faire grandir sur un sujet où nous, on ne s'est pas autorisé à grandir parce que voilà, notre éducation nous l'a comprimé. Mais donc, quand cet état amoureux, qui ne dure que 3 ans, si on reprend les propos de Beck Bédé, se transforme en des illusions, légères luttes de pouvoir, mais ensuite vraiment on dessille les yeux, on voit l'autre tel qu'il est, alors là c'est
c'est là où ça devient passionnant et c'est là où finalement on rentre dans l'amour vrai, dans l'amour avec un grand A, puisque c'est pas très intéressé, c'est pas si intéressant que ça d'aimer l'autre de manière fantasmée. Ce qui est intéressant, c'est de l'aimer tel qu'il est. Ça peut pas durer. Bah oui, ça peut pas durer. C'est sympa parce qu'on vibre, donc il y a quelque chose de très mystique quand même, de très universel, et c'est magnifique de vibrer comme ça. Mais c'est quand même très beau ensuite d'aller aimer plus en profondeur quelqu'un où on n'a plus d'illusions et on va justement apprendre à l'aimer avec ses limites. Et ça, c'est le grand problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris ça. On n'a pas compris que aimer, ça voulait dire apprendre à aimer quelqu'un qui a des limites, parce que personne n'a pas de limites, ça n'existe pas. J'en suis bouche bée. Pourtant, vous le répétez à chaque fois, mais voilà, un jour peut-être, voilà, les auditeurs sont comme moi, intégreront ce message gagnant visiblement pour l'amour qui dure. Florence Escaravage, Christophe Bourgois-Constantini, on se retrouve juste après Handel, figurez-vous, cet extrait de l'opéra Scipione dopo il nemico oppresso. À tout de suite. Voglio esser di me stesso, più forte e vincito, più forte e vincito. Nous démarrons la semaine avec Handel et surtout avec cette question. Est-il plus difficile pour les hommes de se remettre en question ? Eh bien, nous posons la question ce matin, cet après-midi, avec Florence Escaravage, Florence Escaravage et Christophe Bourgois-Constantini. Christophe qui est coach mental, on peut le dire. Hein. Et vos 100 millions d'exercices d'auto-coaching. 100 meilleurs. 100 meilleurs. Non, mais 100 millions. C'est la rentrée, tout va bien se passer, les vacances sont encore toutes fraîches. Tout se passera bien dans quelques instants. Florence Escaravage, et qui est coach du côté de Love Intelligence, 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse. Je ne l'ai pas précisé en début d'émission, votre dernier ouvrage, Florence Escaravage. Voilà, l'histoire bien de l'amour. En fait, finalement, c'est un peu le bilan que vous faites de vos... combien d'années de coaching ? Non, c'est plutôt comment remplacer le modèle patriarcal par un nouveau modèle inspirant, connecté. Oui, mais à partir de toute votre expérience, justement. À partir de nos 17 années d'accompagnement chez Love Intelligence. Voilà, c'est ça. Et c'est chez Larousse. Votre méthode chez Larousse, et qui vient de paraître. Eh bien, mes amis, nous voilà de retour dans cette émission. Est-il plus difficile pour les hommes de se remettre en question ? Alors, c'est vrai qu'on est parti du couple en ce début d'émission, dans cette première partie. Et évidemment, on peut se poser la question individuellement, est-ce que voilà, les hommes sont-ils, une fois qu'ils sont seuls, quand ils sont seuls, lorsqu'ils sont seuls, est-ce qu'ils se mobilisent ou pas ? Qu'est-ce qui les motive pour aller voir un psy ou pour se remettre en question ? Est-ce qu'il y a toujours besoin d'une femme derrière, voilà, comme moteur ? J'imagine que non, mais où se trouve finalement le point d'achoppement ? Christophe Bourgois-Constantini, je crois que vous vouliez insister là-dessus justement, quand les hommes sont seuls au fond. Les hommes ou les femmes lorsqu'ils sont seuls ou lorsqu'ils arrivent à un moment donné dans leur étape du couple où les gens ne se disent plus rien et ils restent
Ils restent là uniquement pour pas avoir à partager le magot et ils n'osent pas divorcer. Donc à un moment donné, ils sont pris dans un corner parce que les enfants ont grandi, qu'ils restent seuls face à leur destin, à leurs responsabilités. Et en règle générale, c'est lorsqu'ils ont un problème professionnel, voire médical. Et très souvent, en fait, l'exercice consiste à ce que c'est ça l'art vrai du coaching, c'est que si la personne comprenne par elle-même ce qui la meut, nous sommes tous sauf des mentors. Et très souvent, ça se finit par une séparation, en fait. C'est une manière de verbaliser à voix haute et de réfléchir, parce que quand on se pose la question, la réponse est dans la question. Sinon, on ne se la poserait pas, déjà. Donc, c'est que ça part d'un problème qui est identifié ou à identifier. Je ne suis pas du tout d'accord. Ah, vous êtes d'accord, Florence? Ah ben non, au contraire. Ben non, on est en train de parler de remise en question. Oui. Donc, c'est bien de se remettre en question. Et le couple, il doit se remettre en question régulièrement. Mais je n'ai jamais dit que ce n'était pas bien. Et donc, alors, on peut se poser la question, est-ce que l'on doit rester ensemble et trouver la réponse positive? Est-ce que, vous voyez, la réponse est pas forcément dans la question. Enfin, elle n'est pas déterminée préalablement. Bon, non, en tout cas, moi, je n'avais pas compris ça comme ça. J'avais compris qu'il y avait quelque chose à régler. À partir du moment où on se pose la question, mais dis donc, exactement. C'est ça que je peux voir. D'accord. Bon, voilà, après. Non, c'est ça. Peut-être que parfois. C'était ce sens-là. Voilà. Bon, bah, parfait. Alors, poursuivez. Et donc, vous avez des hommes qui, au départ, viennent pour une problématique professionnelle. Alors, ça, c'est le plus courant. C'est le plus courant. Ils sont en minorité, mais ils viennent avec une problématique professionnelle. Les femmes qui sont en majorité viennent plutôt avec une problématique personnelle. C'est en tout cas ce que je constate. Et ce que les hommes n'ont pas compris, que les femmes ont compris, c'est que lorsqu'il y a une problématique professionnelle, elle est forcément liée à une problématique personnelle. Parce qu'il n'y a pas d'un côté le type des villes, le type des champs. En règle générale, on amène nos emmerdes au bureau. Quand je coach en entreprise. Ça, on n'aime pas parfois en prendre conscience, peut-être. Exactement. Donc, il y a plus cette envie de prendre conscience chez les femmes, surtout, comme je vous l'ai dit, passer la cinquantaine, que chez les hommes. De s'aligner, en quelque sorte. Ou alors, chez les hommes, c'est parce qu'il va y avoir un problème d'image. Le boulot marche mal, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie après 50 ans, etc., qui est moins présent chez les femmes, qui ont assumé très souvent leur rôle de mère, leur rôle d'épouse, d'avoir inventé plein de choses dans ce goût, alors que les hommes se sentent tellement liés à leur réussite professionnelle que ça devient un vrai drame. C'est à ce moment-là qu'ils appellent. Ce qui n'est pas le cas, en fait, chez les femmes. Ouais. Florence, vous êtes d'accord là-dessus, pour le coup? Oui. Moi, je trouve que l'entreprise, le vrai problème, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on valorise ceux qui ont confiance en eux. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément les meilleurs. C'est très juste. On est... là, j'arrive d'un séjour où mon frère parle des hommes burnés. Ça me fait rire parce qu'il a lu un livre. Le burnout. Non, burnés, c'est-à-dire des brûlés, hommes, quoi. Vous voyez, qui sont... qui posent leur couille sur la table, excusez-moi l'expression, les mal alpha. C'est ça que vous voulez dire, Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le problème de l'entreprise, c'est que d'ailleurs, il y avait eu une étude qui était passionnante, qui était de Harvard, justement, qui était sortie là-dessus, qui montrait que l'entreprise, comme elle valorise la confiance, celui qui montre, en tout cas, les atours de la confiance en soi, alors que ce n'est pas forcément celui qui va être un bon gestionnaire d'équipe, ce n'est pas forcément un excellent commercial, mais en revanche, ça rassure la hiérarchie. Et je pense que le problème, il est aussi là. Il faut que l'entreprise se remette en question sur ce sujet-là. C'est intéressant. Et du coup, ça ne pousse pas forcément, par exemple, les hommes à se remettre en question, cette affaire-là. Quand il faut assurer, pour ne pas dire le mot Non, mais par exemple, vous voyez, je ne vais pas citer les entreprises dans lesquelles j'interviens, d'abord parce que c'est confidentiel et je ne voudrais pas que ça se retourne contre eux. Mais le premier réflexe qu'ont les hommes, c'est vous allez coacher machin ou machine de ma part. Parce qu'ils sont dans une position top-down. Et moi, je leur dis, mais si on commençait par vous? Et ça jette un froid à chaque fois. J'imagine, ouais. C'est toujours, vous voyez, c'est celui qui dit qui est. Je vais toujours aller transférer chez l'autre, ce qui n'est pas réglé chez moi. Il y a toujours encore ce côté un peu dominant top-down, qui est toujours là, qui vient des années-lumière, d'Homo sapiens sapiens. Ouais. Ça change pas, ça sera toujours là. Et en entreprise, oui, l'entreprise doit se féminiser. Bien évidemment, elle doit être dans l'accueil. Ça veut dire que dans l'accueil, ça veut dire quoi elle doit arrêter concrètement, si je reprends ce que disait Florence avec Justin, les hommes, ils font quoi? Ils font qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans? L'homme, c'est le bâtisseur, vous voyez, c'est celui qui construit la baraque, qui va dire on va mettre les panneaux solaires, qui projette. Mais il n'y a rien à projeter, en fait, puisqu'on ne contrôle rien.
Personne n'avait prévu la Covid, par exemple. Mais non, mais moi, j'étais chef rentré du ski, tout va bien. J'ai été chef d'entreprise pendant 28 ans, comme vous le savez. J'ai une très belle boîte que j'ai très bien vendue il y a plus de 10 ans. Mais on a arrêté de faire des plans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et c'est la différence fondamentale entre viser un but et vouloir atteindre un but. Le télos et le scopos. Et ça, les femmes le comprennent. Les femmes ne sont pas toujours dans le faucon, il y a qu'à, il faut. Elles sont plus dans une forme d'intuition. D'ailleurs, on parle d'intuition féminine. Les études ont montré que ce n'était pas totalement vrai. Mais elles sont plus dans je fais confiance un peu à l'univers et il va m'envoyer des signaux que je vais palper. Alors que les hommes sont vraiment dans cette rationalité à outrance. Et quelque part, le coaching ou la psy, c'est pas rationnel. C'est quoi? C'est des trucs d'homo, c'est des trucs de faiblard, c'est des trucs de... Il y a toujours ce côté-là un peu chez les hommes, je trouve. Malheureusement. C'est dit. C'est vrai, dans mon domaine, je le vois d'une manière étonnante. Les femmes qui viennent, par exemple, qui sont célibataires ou divorcées, qui veulent retrouver l'amour et qui viennent suivre un accompagnement chez Love Intelligence, elles savent que voilà, elles vont, grâce à nous, entre guillemets, faire des rencontres, mais aussi se remettre en question, travailler sur elles-mêmes, leur posture face à l'autre, qu'est-ce qu'elles révèlent d'elles-mêmes, comment elles questionnent l'homme, etc. Et c'est ça qui fait que leur mois là, d'accompagnement vont lui permettre à cette femme de faire des rencontres efficientes. Voilà. L'homme, il arrive parfois en se disant moi, ce que je veux, c'est faire surtout 4 ou 5 rencontres qui marchent. Mais oui, mais il n'y a pas que les rencontres. Il y a aussi la posture. C'est vrai qu'il dit ça souvent? Un peu plus. Et alors, c'est à nous de les amener, mais au moins, ils sont là. Déjà, ils viennent. Et de toute façon, tous ceux qui viennent à Love Intelligence, ils sont forcément très intelligents. C'est tellement difficile de se remettre en question. Et encore plus sur le sujet de l'amour. Franchement, même pour une femme, c'est pas évident. Ouais. Donc, c'est un sujet où il y a de la magie. Mais oui, mais pour qu'il y ait de la magie, il y a des prédispositions qui sont favorables, voilà, pour que cette émotion naisse, grandisse, se maintienne et soit pas coupée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'auto-justification un peu permanente. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est vrai qu'on le voit, mais sur les réseaux sociaux, on se justifie toujours. Alors, parce qu'on est victime de ceci, parce qu'on a subi cela, à cause d'eux, on finit par, là, pour le coup, de remettre en question tout le monde sauf soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres ont toujours tort, au fond. Exactement, c'est celui qui dit qui est, ou aime ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. C'est avant de rejeter la faute sur l'autre, c'est qu'est-ce que je vois chez mon conjoint que je n'aime pas chez moi? Et pas le contraire. C'est systématique ou pas, ça? Mais bien sûr, ça marche tout le temps. C'est celui qui dit qui est. C'est la phrase la plus forte que vous pourrez jamais prononcer dans un couple, dans la vie d'entreprise, etc. Et Non? Mais bien sûr. Ça fait rien, Florence. Oui, non, mais la manière dont vous le dites, je trouve ça charmant. Mais bien sûr, c'est très concret, c'est très parlant. Mais en revanche, j'y mettrais un peu plus de beauté, parce que c'est la mission de l'amour, là, disons. Parce que l'autre, justement, vient nous agacer, que précisément, il faut avoir l'intelligence d'être curieux en se disant, mais c'est là où je vais progresser, en fait. Parce qu'il s'autorise un truc que moi, je ne m'autorise pas. Et donc, il est temps pour moi d'aller grandir là-dessus. Et ça, là, pour le coup, le concrétiser. Enfin, il faut en prendre conscience de cette chose-là. Exactement. Et c'est quand même très dur. Hein. Oui, c'est dur. Évidemment, il y a une étude aux États-Unis sur 2 millions de couples qui a montré que 80% des couples restent dans cette lutte de pouvoir où chacun reste sur son territoire et ne veut pas aller sur le territoire. Oui, c'est une histoire de pouvoir aussi, de pouvoir en général. Oui, je voulais revenir sur un point. Déjà, en plus, la femme, hormonalement, elle est habituée à se remettre en question. C'est-à-dire constamment, à un moment donné, l'arrêt des règles, où il se passe tout un tas de choses chimiquement dans votre corps que nous n'avons pas. C'est-à-dire j'y vois une explication, c'est parce que l'hormone est liée, bien évidemment, par les neurotransmetteurs au psychisme. Vous êtes habitué à cette politique du changement, en fait. D'abord, vous changez tout le temps. Vous devez, au début de votre vie, vous devez être une super mère, une super épouse, une super compagne, super au plumard, etc. Vous avez plein de rôles, en fait, qu'on vous attribue. C'est lui qui dit, hein, et c'est super fatigant. Pour revenir à l'amour, nous, on a une vision trop romantique de l'amour en France. Ouh là là, je souffre un peu. Elle est pas en coup de foudre, tomber en amour. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et j'avais fait un jour une étude parce que pour un site de rencontre, j'ai beaucoup travaillé, notamment à HEC, sur le mariage spontané et le mariage arrangé. Dans les mariages arrangés, alors je ne vous dis pas que c'est la panacée, hein, surtout en Inde ou dans certains pays, mais c'est simplement 5,2% de divorces.
Chez les mariages spontanés, c'est 67% de divorce. C'est dû à quoi, selon vous? C'est parce que, encore une fois, le coup de foudre, on voit l'autre et on ne prend pas le recul nécessaire, mais c'est normal, on est jeune, etc. Il y a ce côté, je vais changer l'autre quelque part inconsciemment. Ce que vous disiez au début de l'émission, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être rebondir là-dessus, parce que je voudrais changer l'autre. Je trouve que vous allez un peu vite, hein. Expliquez-vous peut-être, je veux changer l'autre. Dès le départ, on se dit, je vais changer l'autre. Dès le départ, je ne pense pas que dans notre psychique, on accepte l'autre tel qu'il est réellement. Ça marche pas. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas changer l'autre si l'autre n'est pas d'accord pour changer. Non, mais on a envie qu'il change quand même dès le départ. Pour moi, je pense que c'est... Enfin, je ne suis pas le seul j'ai rien inventé. Hein. Ouais. Là, pour le coup, c'est assez freudien ou jungien, tout ce que vous voulez. C'est vrai, ça, Florence ? Disons que l'état amoureux, c'est un état quand même qui met en sourdine notre esprit critique. Donc, on n'a pas consciemment l'envie de changer l'autre. On est attiré justement par cette différence, puisqu'elle vient réveiller un être qui dort en nous et qui ne demande qu'à se réveiller. En revanche, quand on sort de l'état amoureux, c'est là où on dessille les yeux et notre premier réflexe, c'est un réflexe d'adolescent. C'est-à-dire que comme déjà, quand on était ado, on nous disait « range tes chaussures, gère ton argent comme ça, gère ton travail comme ci, etc. » Et bien là, tout d'un coup, comme on est adulte, on n'a plus envie qu'on nous le fasse une deuxième fois. Donc on va dire à l'autre, regarde-moi, mon écosystème, ma manière de faire, elle est pleine de bon sens, viens faire comme moi. Voilà. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça, notre nature, notre réflexe premier, il est de vouloir amener l'autre à changer, en effet, pour qu'il puisse être comme nous. Et c'est là où, quand on veut sortir du stade 4, ce que j'explique bien dans mon bouquin, c'est que pour sortir de ce stade 4, il faut précisément sortir des postures d'observation et s'engager dans une démarche justement de curiosité, en fait, de remise en question, de valorisation de la liberté de l'autre, enfin... Bref, il y a plein de sujets. Il ne faut pas avoir peur d'être curieux, c'est peut-être ça finalement ce qu'on peut retenir. Je vous parlais de Télos et de Scopos tout à l'heure, c'est la différence entre viser un but et vouloir atteindre un but. Si dès le départ on dit « je veux que mon couple soit heureux », ça ne marchera pas. Je vise qu'il soit éventuellement heureux. Et là, on arrive dans une philosophie de vie. Ouais. Déjà, quand j'étais entrepreneur, on était une des rares boîtes qui avait mis en place une philosophie d'entreprise. On disait à nos collaborateurs « voilà où on veut aller ». On va tout faire pour y arriver. Et pourtant, on a tous envie d'être heureux. Mais oui, mais couple, hein. En fait, là, on approche une donnée magnifique qui s'appelle le grand style de Nietzsche. Nietzsche disait qu'en fait, nous sommes pleins de contradictions intérieures. Donc, il appelait ça le chaos intérieur. Et ce chaos intérieur, on a tendance à le filer aux autres. Et il prenait l'exemple de la statuaire grecque. Il disait, regardez les Grecs. En fait, toutes les statues grecques, elles sont reposées. Le chaos intérieur est nettoyé. Et cette pensée-là philosophique, elle est très très forte, c'est-à-dire que dans un couple, on doit accepter l'autre avec ses contradictions. Ça, c'est absolument fondamental, avec son chaos intérieur. Et essayer de tout faire déjà pour l'aider à, non pas l'aider parce que vous ne pouvez pas le faire, à ce qu'il prenne conscience qu'il puisse, de par lui-même, améliorer ce chaos intérieur, pour aller vers plus de sagesse, un côté plus paisible, un côté plus accueillant, et plus rond. Effectivement, la lutte des pouvoirs qui est épuisante, en fait. Puisque on campe sur ses ergots, on est là à vouloir donner une image de soi qui n'est pas à soi, en fait, tout simplement. Donc ça veut dire, vous êtes d'accord, finalement en politique, vous le voyez avec une femme comme Marine Le Pen. Je ne juge pas. Hein. On voit bien qu'elle porte une énergie masculine, la mâchoire, etc., la manière dont même d'utiliser le phrasé que son père avait, mais ça ne lui correspond pas, en fait. Si je devais la coacher, je lui dirais, mais Marine, va vers plus de féminité, plus cool, sois moins dans on est contre moi ou avec... Elle porte cette énergie masculine. Et je pense qu'elle acceptera, elle, pour le coup, jamais de se faire coacher ou d'aller voir un psy. Eh bien, quittons Marine quelques instants, si vous le permettez, mesdames et messieurs, pour découvrir ou retrouver Valérie Leuillot, Mon homme blessé, tout simplement, et on se retrouve juste après.
ce soir en a eu assez. Les apparences, c'est clair, ne font que vous tromper. Les apparences, c'est clair, ne sont que nuages de fumée qui s'envolent dans l'air. Pour mieux vous tromper, les meurtrissures de la chair, tout ce qui devait être et n'a pas été. Quand au fil de l'eau tu dérivais, tu n'as pas dit un mot, un seul. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon bel âme blessé. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, qui ce soir m'a laissé tomber. J'aurais pu mieux faire, j'aurais dû mieux t'écouter. Mon amour, mon frère, mon bel âme blessé. Mon amour, mon frère, mon bel âme blessé. Voilà, mon homme blessé, Valérie Leuillot, sur Radio Notre-Dame et RCF. À l'heure où nous nous posons cette question, est-il plus difficile pour les hommes de se remettre en question ? Nous en parlons aujourd'hui avec Florence Escaravage, qui est coach chez Love Intelligence, qui a fondé en tout cas Love Intelligence il y a quelques temps, qui a développé, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Florence Escaravage, avec un groupe d'experts et de chercheurs, une approche pédagogique pour expliquer l'affectivité et ses enjeux, que vous racontez donc dans cet ouvrage, enfin vous expliquez en tout cas les étapes de l'amour vrai dans Love Intelligence, 10 piliers pour construire tout simplement et réussir sa vie amoureuse, aux éditions Larousse. Et puis, nous sommes également en compagnie de Christophe Bourgois-Constantini, qui est coach exécutif, coach à HEC, conférencier, qui vient de publier les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diathéno. Vous qui êtes coach et qui êtes aussi coach mental de sportifs, de chefs d'entreprise, mais pas seulement. Voilà qui est reprécisé. Alors effectivement, nous évoluons tout doucement dans cette émission vers de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui débarquent et qui nous apprennent aussi peut-être autre chose que ce que nous avons connu, à savoir cette espèce d'héritage de cette société patriarcale où effectivement les hommes ne devaient pas montrer une image d'eux, fragile, homme blessé, voilà, pour reprendre la chanson. Et là maintenant, d'autres choses émergent. Et ça se voit même à travers, Christophe, c'est intéressant ce que vous disiez juste avant que nous nous retrouvions, hors antenne, cette génération d'hommes politiques, d'hommes et de femmes, mais d'hommes en tout cas, politiques, qui se féminisent, ça veut dire quoi ça ? Non, mais la sexualité interrogative en fait, qui ont à la fois ce côté féminin et masculin, que ça soit Gabriel Attal, que ça soit Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il soit, c'est pas Pompidou, vous voyez, c'était pas Mitterrand, on sent qu'il y a une féminisation chez l'homme, et dans la politique, heureusement d'ailleurs. Je n'ai pas la réponse, parce que je ne suis pas assez intelligent pour ça, mais en tout cas, c'est un mouvement. Je trouve qu'en politique, il va y avoir de plus en plus de gens, pas androgynes, mais vous voyez, de cette nature-là. Qu'est-ce que ça prouve ? Je l'ignore encore à ce jour. Probablement une féminisation bienvenue de la société. Florence ? Écoutez, ça vous évoque, vous ? Moi, c'est l'authenticité. Disons qu'on sent là qu'il y a le discours vrai qui commence à poindre. Je ne parle pas que de la politique, mais dans la société en général. C'est-à-dire qu'on sent que pour que la communication résonne et impacte, eh bien finalement, il faut qu'on nous parle vrai, il faut qu'on arrête toute posture. Et donc, dans cette société, on traverse une ère que je trouve vraiment passionnante pour l'homme. Et c'est lui qui est le grand gagnant quand même, parce que
il abandonne enfin toutes ces postures qui le rendaient malade, ces postures de contrôle, ces postures ou de force, ces postures où il doit démontrer, où il doit toujours gagner, où il doit toujours performer. Enfin, c'était quand même épuisant. Et donc, cette ouverture à plus d'authenticité qui peut, en effet, s'illustrer dans différents domaines, elle est salutaire pour sa santé. Il vit quand même 7 ans de moins que nous, les femmes. Donc, il est temps que ça s'inverse. Voilà. Et donc, je le vois, moi, chez les jeunes qui viennent nous voir. Moi, je trouve que les hommes les jeunes trentenaires, là, ils sont réconciliés avec leur part féminine. Ils sont souvent un peu dépités, évidemment, sur le sujet de l'amour, parce qu'ils ne savent plus très bien comment gérer toutes ces contradictions. Mais je trouve que, voilà, ils vont abandonner des siècles et des siècles. Enfin, c'est Napoléon qui a créé la famille, qui a créé le patriarcat. C'était pour des bonnes raisons, et il y avait des bonnes choses malgré tout. Mais on ouvre une nouvelle ère, on part d'une feuille blanche, donc on se casse la gueule, mais on part d'une feuille blanche. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre. C'est, plantons un modèle pour faire des choix, que nos enfants fassent des choix construits en amour. On a beaucoup parlé avec Christophe de cet état au début où on fait pas forcément les bons choix. Mais c'est vrai que faire un bon choix en amour, ça se mûrit, ça demande d'aller se poser, de se remettre en question, de se poser plein de questions, d'avancer lentement. Et voilà, et Par rapport justement à cette question, alors je sais que je vais faire bondir des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, surtout sur Radio Notre-Dame, parce que je commence à les connaître, mes chers petits et grands auditeurs. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle Est-ce une bonne nouvelle, au fond, de voir ces enfants se planter un peu en amour dans les années de jeunes les premières années de boulot, clairement, voilà, dans la vingtaine, etc. Autrefois, on se mariait, et puis c'est le premier amour, on se mariait, etc. Là, c'est plus du tout comme ça. C'est vrai qu'on écrit sur une page blanche, Florence. Qu'est-ce que vous répondez à ces parents, peut-être pour les rassurer ou pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces parents ? Disons que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont dans l'expérience. Ils veulent, donc ils sont dans l'expérience. Une femme va sortir avec une femme. Les hommes vont découvrir une sexualité fréquente dans la consommation. Voilà. Alors, ils ouvrent une parenthèse et puis j'espère qu'assez vite, ils la referment. Moi, en tout cas, chez l'homme intelligent, je vois que des gens qui ont envie de la refermer et qui ont envie, finalement, qui ont un être à l'intérieur qui vibre et qui a envie de s'engager. Parce que finalement, la plus grande expérience de transformation personnelle, elle est dans le couple, elle est dans l'intime. Donc forcément, leur être, il les pousse à quand même avoir envie d'une grande relation. Ils se fatiguent de relations où ils s'égratignent quand même l'estime de soi. Ouais. Et donc, il faut être confiant, mais il faut donner de l'ancrage, il faut donner des repères pour que finalement, l'enfant, il accepte de faire son expérience, mais qu'il puisse goûter à la joie d'être à deux, parce que son être recherche ça. On est des êtres de lien, et donc on ne peut pas être éternellement heureux seul. On est une société qui fait croire que, me, myself and I, je suis mon meilleur ami, et je peux être heureux seul, etc. Oui, on peut l'être pendant une période de vie, mais on est quand même programmé pour se développer très fortement dans le lien. On parlait des hommes politiques. Il n'y a pas de grand homme ou de femme politique qui ne soit pas en couple. C'est très rare. On a besoin quand même de stéro d'amour pour grandir. Ouais, Christophe, je vous sens dubitatif. Pas du tout. Non. Je bois les paroles. Non, je réfléchissais à savoir si ça allait vous intéresser, cet angle complémentaire de la transgénérationnalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes juste... je ne m'attendais pas à celui-là. Nous sommes le résultat de milliers et de milliers d'années d'évolution. Et c'est très engrammé en nous. Ce côté, le masculin viril, le féminin, la femme qui nettoie la grotte, le mec qui va chasser. Non, mais la femme accueille, l'homme conquiert. Et que c'est compliqué de changer aussi les choses, si vous voulez, parce que ça vient de très, très, très loin. Je suis fasciné par des villes, ça serait probablement une autre émission, où pourquoi il y a beaucoup de criminels, c'est parce qu'il y a des siècles avant, ils sont originaires de Calabre. Et il y a également beaucoup de criminels, parce que le code de l'honneur est important. Vous avez des villes où les gens meurent très vieux et en bonne santé. Et quand vous allez au village d'origine, ce qu'on appelle les blue zones, il y a des centaines d'années de ça, les gens meurent aussi très vieux et en bonne santé. Donc il y a des choses
qui se transmettent. Derrière toute cette volonté ou cette questionnement pourquoi les hommes, etc., je pense qu'il y a quand même un énorme terreau, il y a un magma inconscient de toute une généalogie qui se met en place. Et puis après, il y a aussi les problèmes personnels. On parlait de Macron tout à l'heure. Moi, si je devais coacher Macron, je lui dirais, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta sœur qui est née avant toi ? Est-ce que tu n'es pas en train de porter quelque part une féminité inconsciemment pour venir réparer quelque chose ? Donc il y a toujours dans une histoire familiale un terreau et quelque chose qu'il faille aller voir en fait. Sans passer 10 ans chez le psy, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ah mais non, justement pas. Non, mais moi, 10 ans, il y a les gens qui ont les rentes à vie. Et il y a le coaching qui, en 10 séances, vous remet d'équerre. Ça, c'est clair. Florence, vous allez lui piquer son slogan à Christophe. Nous sur nos sujets, ça, vous travaillez sur l'histoire des familles, en tout cas. Enfin, sur d'où on vient, en tout cas. De notre terreau d'histoire. Non, notre approche, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire, qu'est-ce que je cache ? Qui, précisément, est ce que je dois montrer pour être aimé. Vous avez un exemple ou pas ? Ce que je cache comme... Oui, ce que je cache, c'est... je sais pas, ça peut être... justement, j'ai 40 ans, je cherche l'amour, par exemple, et donc la fille, elle va faire comme si c'était pas le cas. Et donc, tout son être va s'y dissonner parce qu'elle va pas oser montrer qui elle est. Ou, je sais pas, moi, j'ai un frère schizophrène qui, pendant 20 ans, nous a amené toute notre famille à vivre dans la peur. Et donc, je vais faire comme s'il n'existait pas. Ouais. Alors qu'en fait, tout s'explique à la lumière de ce qui est important pour nous dans ce qu'on traverse. En fait, on est une symphonie. Quand on rencontre quelqu'un, soit notre symphonie, elle est sans fausses notes, elle ne dissonne pas, soit elle est bourrée de fausses notes. Et moi, à chaque fois que je rencontre, par exemple, des femmes qui sont puissantes professionnellement, mais dans leur masculin, parce que elles veulent... elles ont comme injonction, comme idée que il faut montrer qu'on a confiance en soi, il faut montrer qu'on n'est pas vulnérable, il faut montrer que dans la vie, tout est bien équilibré, etc. Et finalement, ces filles, elles attirent parce qu'elles sont jolies et intelligentes. Elles sont pour le coup charismatiques. Mais elles ne créent pas l'émotion et on ne tombe pas amoureux d'elles. Et donc, celles-là, c'est pas compliqué de les aider. Il faut aller chercher dans ce parcours immergé de leur vie, cet iceberg immergé, ce qui est précisément sensible, ce qui a fait pivoter peut-être leur vie, ce qui est une faille. Et c'est celle-là qui est magnifique. Nous, on s'en fiche de la réparer. On va réparer plein de choses dans l'exercice du couple. Ce qu'il faut, en revanche, c'est accepter de dire, tiens, c'est celle-là qui est encore très vibrante en moi, que je ne montre pas, et c'est pour ça que je suis aimée. Et ça, je peux vous dire, en 17 ans, s'il y a un truc où je me suis jamais plantée, c'est là-dessus. Parfois, je me couchais en me disant « je l'ai fait plonger dans une piscine sans eau » en lui conseillant d'aller exprimer cette vulnérabilité-là à cet homme-là qu'elle va voir pour la deuxième fois. Mais non, je ne me suis jamais trompée là-dessus. À partir du moment où on ose être en justesse, en vérité sur ce qui est si important pour nous, mais que précisément on cache, alors là, c'est la rivière qui s'ouvre et l'amour vient à nous. Ouais, Christophe. Moi, ça me fait penser à cette blague très rigolote. Vous savez, il y a un type qui a emprunté de l'argent, il doit rendre de l'argent à son meilleur copain, il n'y arrive pas à dormir, etc. Sa femme en a marre, elle dort à côté, elle dit « mais qu'est-ce que t'as ?» Finalement, il lui dit « écoute, voilà, je dois 1000 francs à machin et ça m'empêche de dormir, etc. » Elle dit « donne-moi son numéro de téléphone ». La femme, elle appelle, elle dit « toi, l'argent qu'il te doit, il va pas te le rendre. » Elle dit « maintenant, tu peux dormir, c'est l'autre qui va mal dormir. » Donc, c'est ça une femme. Voilà, tel que c'est capable à un moment donné de prendre une décision. D'ailleurs, ce sont les femmes qui disent fin au couple. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont, à un moment donné, disent voilà, on tire sur la corde et qui disent c'est fini. Puis quand elles ont dit que c'était fini, je suis bien placé pour le savoir, c'est vraiment fini. Les hommes sont plus couards en définitive. Moi, je trouve que les hommes sont un peu plus lâches que les femmes. Ils s'endorment un peu parfois. Je me rends compte quand même lorsque je coach et justement dans le livre auquel vous faites référence qui vient de sortir, j'ai mis des exercices pour donner du courage, pour avoir du courage, pour avoir de la confiance en soi, etc. Un peu d'audace. Les femmes ont plus d'audace que les hommes. Moi, je trouve. Vraiment. Non, mais disons, votre exemple, il n'allait pas trop dans le sens quand même de, non, au contraire, accueillir le vulnérable, c'est quand même un immense cadeau, quoi. C'est quand même un immense cadeau. Moi, souvent, en séance de coaching, je préfère une séance de coaching à un déjeuner avec ma meilleure amie. Parce que dans cette séance, justement, on est dans une profondeur, une beauté. Et je me dis souvent, tiens, elle va transposer ça dans 3-4 heures, là, quand elle sera en resto face à lui.
Et il va vibrer comme moi je vibre face à elle. C'est un cadeau. La vulnérabilité, c'est pas dit qu'il vibre. C'est pas dit que lui vibre en face d'elle, justement. Mais bien justement, tout l'art du coaching, en tout cas tel que moi je l'enseigne aussi aux coachs qui veulent en faire ce métier, c'est d'apprendre à une cliente ou un client comment le nommer dans sa justesse, dans sa beauté, parce que c'est la porte ouverte pour qu'on soit aimé. Quand on se trimballe pendant 10 ans et qu'on n'est pas aimé, c'est qu'il y a forcément quelque chose qu'on livre pas. C'est comme si on était une symphonie dissonante. Et donc l'autre, ou un robot trop lisse, c'est quoi. impossible qu'il accueille pas. C'est impossible si c'est dit de manière juste. Voilà, j'ai fini un accompagnement avec une fille, je vais pas la nommer parce qu'elle a un prénom original, et elle avait pendant 10 ans pas ouvert la porte aux garçons parce que ses 2 parents étaient morts dans la même année, et donc elle avait tiré comme conclusion que finalement l'amour c'était être abandonné. Et donc du jour où elle a accepté de dire ce qui s'était passé il y a 10 ans et ce qui s'était passé pendant 10 ans, et justement, en fait, ça rendait tellement plus intéressant l'échange. Et je l'avais aidé à comprendre comment parler justement de tout ce sujet qui regorge, en fait, d'intelligence émotionnelle, de sensibilité. Autre chose que je fais 4 fois du cheval par semaine et je suis PDG d'un grand groupe. Voilà, tant qu'on reste sur le faire, on ne peut pas être très aimé. Intéressant, il faut aller sur l'être. Voilà, ça fait bien sur la pochette cadeau, surprise, mais pas au-delà. Florence Escaravage, merci. Love Intelligence, cet ouvrage 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse, pour faire connaissance avec votre méthode, chère Florence. Aux éditions Larousse et Christophe Bourgois-Constantini. Et votre dernier livre, je vais peut-être réussir à bien le dire à cette fin d'émission, pardonnez-moi, les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diathéno, que j'ai offert effectivement à une amie. Donc désolé, il n'était pas sur la table aujourd'hui, parce que vous êtes revenus. Merci vous deux, merci les amis. Merci Marie-Ange.